Ça marche. Nous allons reprendre avec un demi quart d'heure de retard. Donc on essaie de tenir le tempo. Avec Nicolas, on va vous présenter la problématique d'autoconsommation individuelle et ou collective, les modèles, les avantages. On l'a vu ce matin, c'est un peu complexe comme sujet, mais voilà, on va essayer, au travers de ce module, d'essayer d'éclaircir les choses et puis de regarder, in fine, est-ce qu'on peut les faire bouger la réglementation. Je te laisse commencer. Alors, ça marche. Hop. Ah, non. Non. Ah, je recule. Ah, pardon. Voilà. Bonjour, donc Nicolas Hott, de BCM Energy. Donc peut-être juste pour présenter un peu BCM Energy. Donc on est un acteur indépendant intégré sur toute la chaîne de valeur de l'électricité, c'est-à-dire qu'on est à la fois agrégateur d'énergie renouvelable, on a une activité sur les bourses de l'électricité et on est fournisseur d'électricité renouvelable sous la marque Planet Oui. Alors peut-être juste avant de parler du modèle d'autoconsommation, je vais le recontextualiser par rapport à nous, notre métier de fournisseur d'électricité, qui de plus en plus pour nous passe d'un métier de fournisseur à celui de gestionnaire, c'est-à-dire que traditionnellement on a des sources centralisées, on a des sources centralisées et on a un consommateur final qui est un peu une donnée exogène et notre rôle c'est de gérer l'approvisionnement et de fournir l'électricité acquise. Là où avec l'autoconsommation, le consommateur peut produire lui-même. Donc on a développé avec des partenaires des offres d'autoconsommation auxquelles on insère un gestionnaire d'énergie pour piloter sa consommation. Et donc de plus en plus, ce qui compte, ça n'est pas tant le lieu où se trouve la production, mais bien naturellement la compétitivité et la capacité à adapter une consommation et ou un approvisionnement qui soit régional, local, très local étant directement chez le consommateur, à son profil de consommation. Donc l'autoconsommation est une nouvelle brique pour un fournisseur et fait que le consommateur n'est plus simplement une donnée exogène, mais bien un acteur dans la gestion de l'approvisionnement électrique. Alors, sur l'autoconsommation, donc quel modèle, quels avantages? Alors, d'abord, juste du point de vue du système électrique, je pense qu'on est nombreux à être convaincus, les avantages pour le système électrique sont dans les économies de réseau que ça peut générer, que ce soit au niveau de l'autoconsommation individuelle, où de facto il n'y a pas d'utilisation du réseau, mais également dans le cadre de l'autoconsommation collective, où on limite l'utilisation du réseau des couches supérieures par rapport à la boucle locale du projet d'autoconsommation collective. Et donc si on regarde un peu plus précisément les modèles et les avantages pour le consommateur, dans la partie modèle, il y a une première problématique qui est le dimensionnement. Est-ce que je limite l'installation à un schéma d'autoconsommation individuelle qui vise, dans ces cas-là, à maximiser le taux d'autoproduction et à limiter les surplus pour être en adéquation avec les besoins locaux? Ou est-ce que je prends en compte le fait que cette électricité, ce n'est pas forcément dans une logique de vente de surplus, mais peut être intégrée également dans un projet d'autoconsommation collective et donc être mutualisée avec d'autres consommateurs, et donc avec une diminution du taux d'autoconsommation pour le consommateur, mais une augmentation du taux d'autoproduction. Donc deux curseurs de dimensionnement des installations. Un point dans le modèle économique qui pour nous est très important, c'est le pilotage. Aujourd'hui, il y a 10 millions de foyers qui ont un moyen de stockage chez eux. C'est le chauffe-eau électrique. C'est quand même 2000 watts de puissance. La majorité, Nedis l'a présenté hier, des installations, on est sur des installations de l'ordre de 2-3 kW, donc qui sont capables, dont la production est capable d'être absorbée intégralement par un chauffe-eau électrique. Et ça, c'est très important justement pour adapter l'installation aux besoins, mais aussi pour maximiser le taux d'autoproduction du consommateur.
La dernière question, je ne vais pas y revenir, mis à part peut-être une remarque sur les différents modes de financement, donc soit achat du consommateur, tiers investisseur ou location, qui peut permettre des schémas de mutualisation, comme ça a été dit précédemment. Peut-être juste sur la question du financement, un commentaire. On parle souvent de la problématique du financement d'une installation d'autoconsommation, individuelle ou collective, mais prenons le cas de l'individuel qui est le plus parlant, par rapport à la problématique de la solvabilité sur long terme du client à rembourser son installation. Il faut bien voir, et généralement, effectivement, si on contacte une banque pour financer son installation, on est sur une logique d'analyse de solvabilité d'un client avec une dépense supplémentaire dans son budget, tout comme si on achetait une télé, une voiture ou autre. Or là, l'autoconsommation individuelle, particulièrement dans le cas où on maximise le taux d'autoconsommation, supposons 100%, vient se substituer à une dépense qui est certaine. On peut ne pas regarder la télévision, on peut ne pas se déplacer en voiture. Par contre, si on arrête de consommer de l'électricité, c'est qu'on a un gros problème de solvabilité qui dépasse le cadre de l'énergie. Et donc, dans le cadre, on a une solution, imaginons une solution de financement qui fait que le remboursement est strictement égal à la facture qui est effacée du consommateur. Se pose la question, est-ce qu'il y a un impact sur la solvabilité de ce client, sachant qu'il avait déjà cette dépense qui disparaît du fait de l'autoconsommation, ou pas. Donc ça, question un peu aux institutionnels et qui, dans l'analyse de risque, à mon avis, est très importante pour aussi déboucler des sujets. Alors sur la partie avantages, donc là j'ai mis deux graphes. Donc vous avez à gauche la structure standard du prix de fourniture d'un consommateur avec la partie énergie, réseau, les taxes et la CSPE. Et les deux blocs à droite en jaune sont les prix de l'électricité autoconsommée qui, en fonction des caractéristiques de son installation et de la localisation géographique, peuvent effectivement générer un avantage plus ou moins important. Le graphe de droite, on est dans une situation qui est typiquement celle actuellement en vigueur du tiers investisseur, où de facto on a l'imposition de la CSPE. On peut avoir des situations où on a un intérêt économique, mais il y a un grand nombre de situations où la CSPE, comme ça a été dit, tue en fait la question de l'intérêt économique pour les installations. Donc ça, c'est un point important. Un autre point important à prendre en compte, il me semble, quand on analyse dans les modèles économiques d'autoconsommation, c'est ça a été posé dans la présentation précédente, quelle est la vision du prix de l'énergie à long terme par rapport au financement d'une installation photovoltaïque. Ce qu'il faut voir, c'est que généralement, effectivement, dans tous les projets traditionnels d'obligation d'achat, de projets centralisés, c'est ça qu'on regarde. On regarde ce prix-là. Pour un autoconsommateur, ce qui compte, c'est le prix de fourniture. Ce n'est pas le prix de l'énergie, c'est bien le prix de fourniture. Or, même si ce prix-là diminue, les prix supérieurs, que ce soit la partie réseau, qui a une tendance croissante du fait notamment en France, du fait des nombreux retards d'investissement dans les réseaux, que ce soit de distribution et de transport, la fiscalité qui peut toujours augmenter. Et cette partie-là, il faut prendre en compte quand on fait une analyse de quel bilan prévisionnel pour une installation d'autoconsommation, pas uniquement le prix de l'énergie, mais bien le prix de la fourniture. Quelque part, la différence entre un projet d'autoconsommation et, je dirais, un projet de PPA, de vente directe, entre une installation centralisée et un consommateur. Sur la partie autoconsommation collective. Donc là, c'est pareil, il y a toujours la question du dimensionnement. Est-ce qu'on se limite à un schéma d'autoconsommation collective strict, au sens où on essaye de limiter les surplus du projet d'autoconsommation collective. Il y a aussi une autre question à prendre en compte, qui a été exposée avant dans l'autoconsommation individuelle, c'est la superposition entre de l'autoconsommation individuelle et collective. Un consommateur individuel peut être un producteur d'un périmètre d'autoconsommation collective. Et en jouant sur justement le gain de la réalité économique de l'électricité autoconsommée individuellement pour lequel on n'a pas de TURP versus le prix de l'électricité autoconsommée collectivement pour lequel il y a nécessairement un TURP du fait que le réseau est utilisé,
on peut arriver à trouver des schémas qui peuvent rendre compétitifs, mais en prenant en compte et en valorisant les projets d'autoconsommation individuelle. En ce qui nous concerne, on est en train de travailler sur un projet où on mixe entre l'autoconsommation individuelle collective et plus une valorisation du surplus, de façon à assurer un équilibre économique global qui, si on n'avait pas mis dedans la dimension autoconsommation individuelle, ne pourrait pas être trouvée par rapport à ce qui est exposé. Sachant, pour compléter, aujourd'hui, la réglementation, j'entends l'arrêté tarifaire qui apporte une prime à l'investissement et une garantie pour l'excédent. Pour imaginer, finalement, il faut encore faire évoluer les textes pour que cet excédent, aujourd'hui, vous êtes obligé de le vendre pendant 20 ans à un acheteur obligé ou un acheteur volontaire, mais c'est pas encore évident la passerelle de se dire je rentre, je fais mon autoconsommation individuelle et mon surplus, les 3 premières années, je le vends à EDF ou à quelqu'un d'autre. Et puis au bout de 3 ans, je fais tiens, une opération d'autoconsommation collective, finalement, ça serait intéressant que je vende mon surplus à l'opération. Et peut-être que je vais la vendre un tout petit peu plus cher que les 6 centimes que me paye EDF. Aujourd'hui, les textes ne permettent pas cette migration. Donc on a ce travail-là de travailler dans le temps, parce qu'on a des installations qui sont là pour 20 ans. Et donc peut-être que dans 5 ou 10 ans, on pourra rentrer dans des opérations d'autoconsommation collective avec son autoconsommation individuelle. Donc voilà, ça c'est des choses aujourd'hui, théoriquement c'est faisable, mais encore avec quelques travails réglementaires. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée de voir les installations dans leur capacité évolutive dans le temps. On peut commencer à être le seul autoconsommateur individuel d'un périmètre et devenir un acteur d'un périmètre d'autoconsommation collective. Sur les autres éléments, j'y reviens pas. On retrouve des similarités, même si la question, là, pour le coup, du tiers investisseur, elle est telle qu'elle est, étant donné que dans l'autoconsommation collective, quoi qu'il arrive, on n'a pas d'exonération de CSPE. Donc là, un peu de nouveau les mêmes graphes que précédemment, mais vus d'une opération d'autoconsommation collective. Donc l'autoconsommation collective peut permettre d'avoir un prix de l'électricité photovoltaïque moins cher qu'une autoconsommation individuelle du fait de la taille des installations. Mais se pose la question non seulement de la CSPE, mais également du TURP. Alors aujourd'hui, je suis peut-être un peu agressif, mais dans ces 2 tableaux, il y aura une autre slide juste après. Si on prend le TURP autoconso punitif, que je qualifierais de punitif, c'est-à-dire le TURP qui existe aujourd'hui, et d'ailleurs, Enerplan, et notamment avec Texol, avait montré dans des analyses que le TURP autoconso prévu par Enedis ne commence à avoir des avantages que si on arrive à avoir un taux d'autoproduction de l'ordre de 30-40%, voire dans certains cas plutôt 50%. Donc, c'est-à-dire la part de votre consommation que vous arrivez à couvrir avec votre installation photovoltaïque. Sachant que dans les cas standards, si on ne met pas de pilotage, si on veut limiter le surplus, on est généralement sur du 15-20. Avec du pilotage, on peut aller vers du 25-30%. Être à 40-50%, c'est des cas hyper restrictifs, soit des consommateurs très particuliers. Donc c'est quelque part cornériser le bénéfice de l'autoconsommation à, une minorité de cas pour en exclure une majorité. Et dans ces cas-là, effectivement, dans le premier cas, c'est la réglementation actuelle, si on est juste dans un schéma pur d'autoconsommation collective, se pose de l'avantage effectivement pour les clients. Comme je le disais, on peut trouver des palliatifs en mixant l'autoconsommation individuelle avec l'autoconsommation collective pour que collectivement il y ait un équilibre économique qui soit trouvé, mais on part d'un niveau qui est très, très déprécié. L'exonération de CSPE pourrait permettre d'améliorer dans certains cas l'équation économique sans pour autant la généraliser. Si on avait un TURP réaliste, alors avec CSPE, on aurait toujours des cas où l'équation économique ne serait pas forcément avantageuse, mais sans CSPE, on aurait systématiquement un avantage à l'image de l'autoconsommation individuelle. Par rapport à la CSPE, peut-être juste une remarque. Ce qu'il faut bien avoir en compte, c'est qu'un consommateur qui s'approvisionne du réseau, le coût complet de l'électricité qui lui est fournie, c'est ça, plus la CSPE.
ou la part ENR de la CSPE, en enlevant tout ce qui est financé par la CSPE et qui correspond aux dispositifs sociaux et à la péréquation tarifaire. Mais c'est bien ça, étant donné que la CSPE finance le surcoût de la production renouvelable par rapport au prix de marché. Dans le cas où on impose la CSPE à de l'électricité autoconsommée, le client paye plus que le coût complet de son approvisionnement. S'il ne payait pas dans le cadre d'une fourniture la CSPE, quelque part, il y a une partie du coût complet de production qu'il ne couvre pas. Donc d'un point de vue économique, simplement d'un point de vue économique, le fait de s'acquitter de la CSPE, en tout cas de la part ENR de la CSPE, lorsqu'on autoconsomme son électricité renouvelable, est une absurdité, parce qu'on fait peser plus que le coût complet de fourniture d'électricité au client que ce qu'il devrait être. Alors, en revanche, modulo ça, effectivement, ce TURP réaliste, c'est quoi? C'est la prise en compte des économies réelles de l'autoconsommation collective, du fait qu'une gestion, notamment avec du pilotage, permet de limiter les flux à la boucle locale, donc dans le schéma actuel en aval du transformateur HTA-BT, et limite effectivement les remontées au niveau du réseau HTA et au-dessus. Là-dessus, voilà, on a un corps du chemin à faire. Richard en parlera dans sa présentation par rapport aussi aux actions menées côté Enerplan. Voilà, je laisse la suite à Richard. Merci. Hop, on va avancer. Donc moi, je suis le délégué général d'Enerplan, vous me connaissez tous. Je vous ai mis un petit slide sur Enerplan, parce qu'on va avoir 35 ans cet automne, dans quelques semaines. Et voilà, on existe depuis 83, on est un syndicat de filière de solaire où une entreprise égale une voix. Donc ça veut dire qu'un bureau d'études ou une start-up pèse autant qu'un énergéticien. Nicolas fait partie de notre conseil d'administration. Voilà, c'était juste pour vous dire. Et on est très actif pour défendre les intérêts de la filière. On voit que les combats sont encore nombreux à mener. On a marqué quelques buts depuis quelques années, mais c'est compliqué. Alors, j'ai proposé, j'ai essayé de vous trouver des petites illustrations marrantes. Malheureusement, on vit dans un monde de Shadok, surtout en France, mais on a réussi à l'inscrire dans le droit européen. C'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. C'est un mantra qu'on se raconte tous les jours à Bercy et ailleurs. Et malheureusement, ça percole dans notre culture et dans notre politique énergétique. Et ça nous embête beaucoup. Alors que nous, on est plutôt de la philosophie du KISS, keep it simple, stupid. C'est franchement, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses les plus simples? Ça nous paraît très bien. Donc le TURP équitable notamment nous paraît important, et on milite pour une aide implicite qui est une exonération fiscale de CSPE, de TCFE, parce qu'on pense qu'on rend un service public en nature, et plutôt que de collecter une taxe qui s'appelle la CSPE pour financer le service public de l'électricité, si on le fait directement, on pourrait en être exonéré. Ça nous paraît une façon simple pour libérer l'énergie des territoires et vraiment engager la transition énergétique. Donc aujourd'hui, ce qui est proposé, on l'a dit, c'est une option tarifaire autoconsommation collective qui est finalement piégeuse, on dit punitive. On punit la vertu. C'est-à-dire qu'on l'a dit, si on prend ce qui était prévu par le législateur d'avoir un TURP dédié à l'autoconsommation collective, c'est courir le risque d'augmenter sa part de fourniture globale d'énergie, puisqu'on va payer plus cher l'électricité qui n'est pas solaire. C'est en ça qu'on est puni aujourd'hui par le texte de la CRE. Enerplan, on a fait un recours gracieux contre la délibération de la CRE qui fixe ce TURP, parce que sinon, on en reste au TURP 5. Donc on est obligé de travailler à TURP constant pour faire des projets, et c'est contraire à l'esprit du législateur qui avait en France eu le génie, entre guillemets, dans la loi de transition énergétique, de prévoir de favoriser l'autoconsommation collective. Donc c'est un vrai souci, et ça nous paraît contraire à la politique générale de l'État, et la CRE n'a pas à s'affranchir de la politique générale de l'État. Donc voilà, on a fait ce recours gracieux, il faut qu'on voit avec notre conseil d'administration prochainement si on passe à l'étape d'après et si on va au Conseil d'État. Donc voilà, on a eu une jurisprudence au Conseil d'État sur
la règle fiscale, l'article 286, je crois, du Code général des impôts, qui voulait limiter l'exemption d'autoconsommation, l'exemption de CSPE à ceux qui autoconsommaient la totalité. Alors que ce n'était pas l'esprit. Donc on a réussi à avoir une jurisprudence Enerplan Conseil d'État pour que ceux qui consomment la totalité ou en partie soient bien exonérés de CSPE sur les kilowattheures qu'ils consommaient. Donc il faut être vigilant sur ce point de vue-là, mais voilà. Donc on se retrouve dans le système Shadok. Pourquoi faire simple, comment on peut faire compliqué? C'est que vu qu'on vous met un TURPE 5 élevé, qui, on l'a vu dans la présentation, grève la rentabilité des projets, puis qu'on a quand même envie de faire des projets, parce que c'est la politique qui nous dit l'autoconsommation c'est bien, bah, du coup on va aller mettre de la subvention supplémentaire pour compenser l'effet du TURPE. C'est un mode, hein, on pompe. Hein. Donc nous aujourd'hui, on pense absurde, puis surtout on se dit, est-ce que dans la philosophie de la directive européenne qui va arriver, qui nous dit que pour les projets jusqu'à 30 kW ne doivent pas supporter de taxes, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire aujourd'hui, quand on fait des installations dans un même bâtiment, est-ce qu'on ne pourrait pas exonérer de TURPE, par exemple, ces réalisations? Je sais qu'on a des discussions sur les problématiques, ça revient à la problématique de la colonne montante, mais est-ce qu'on doit payer aujourd'hui le même prix pour descendre 2 étages que pour 1000 km avec le timbre-poste? C'est des discussions qu'on avait eues. On a un timbre-poste qui n'est pas finalement réduit puisqu'il augmente le prix de l'enveloppe. Donc voilà. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faudra voir par rapport à la législation européenne, sachant que il faudra qu'on regarde en droit si le TURPE est une taxe, parce que c'est un tarif d'utilisation, c'est peut-être une redevance, et donc on n'est peut-être pas exonéré, contrairement à la CSPE. Alors aujourd'hui, on a le problème de la CSPE, qui est un vrai problème. Alors, l'autoconsommation collective, on voit qu'aujourd'hui, a priori, on n'en serait pas exonéré. Mais l'État nous dit, c'est pas grave, en fait, on va subventionner le maître d'ouvrage. Comme ça, on va faire baisser le coût de l'énergie solaire. Donc la barre tout à l'heure qui était en orange, c'était sans subvention. Hein. Si on met de la subvention, on fait baisser le prix facial de l'électricité solaire. Puis du coup, on peut payer de la CSPE et on a le même prix pour le consommateur final. On dit c'est bien, mais votre truc là, c'est un peu la double peine pour les locataires, notamment HLM. Parce que l'autoconsommateur individuel, qui pourrait être dentiste ou médecin, à Nice, il a sa villa, bah lui on le subventionne et il est exonéré. Mais celui qui est dans les HLM à Cannes-la-Boca, bah lui c'est son bailleur qui va être subventionné, donc il devrait en avoir quelques bénéfices, mais lui par contre on va le condamner à payer la CSPE, notamment pour subventionner l'installation solaire de son voisin qui a une villa à Nice. Donc voilà, aujourd'hui ça nous paraît socialement injuste, voire aberrant. C'est la double peine d'habiter dans du logement collectif et, entre guillemets, de ne pas avoir les mêmes droits que celui qui serait dans une villa vis-à-vis de l'électricité solaire. Et puis, surtout, d'un point de vue de l'efficacité, on parle beaucoup d'efficacité, de simplicité, c'est dans les mantras du Nouveau Monde, a priori, mais il a du mal à arriver dans le Nouveau Monde, parce que là, finalement, on va vouloir collecter la taxe auprès de chacun, plutôt que de se dire le service public il est rendu directement en nature, donc respectons la simplicité des choses, ayons un peu de bon sens, ça serait pratique. Donc cette exonération, nous aujourd'hui, on propose qu'elle soit quinquennale. Il ne s'agit pas de signer un chèque en blanc pour toute la durée de vie, et en même temps, quand on la limite dans le temps, on sécurise le financement de projets. Parce que si on disait il y a juste une exonération de CSPE, à chaque loi de finances, on va trembler en se disant est-ce qu'elle va être maintenue ou pas. Ce que propose Enerplan, c'est de dire mettons en place une exonération quinquennale pour toutes les nouvelles générations de projets. Et puis on laisse le levier au législateur si en 2021 il trouve que l'autoconsommation quand même ça a bien démarré et que l'exonération de CSPE ça ne fait pas encore un problème macroéconomique, mais quand même il faut commencer à... il pourrait très bien se dire s'il n'y a plus une exonération de 100%, mais une exonération de 80% pour tous les nouveaux projets. Donc on a bien un levier au niveau législatif, exécutif, pour qu'il n'y ait pas d'emballement de la machine. Et que ça soit simple, parce que ce qui fait peur aujourd'hui, c'est de se dire, si on met une exonération, est-ce qu'on pourra revenir ou pas derrière, etc. Donc nous, on propose un pilotage qui nous permette d'avoir le service public rendu en nature, à la fois sur l'électricité verte, et puis aussi sur la lutte contre la précarité énergétique, qui était un des ateliers d'hier, puis au nom de l'équité entre les autoconsommateurs individuels et collectifs, qui est quelque chose qui nous préoccupe également.
Donc aujourd'hui, on va a priori taxer les bénéficiaires de l'autoconsommation collective et subventionner les opérations pour pouvoir en sortir. Donc ça, c'est l'illustration du modèle Shadok. On ne fera pas simple si on peut faire compliqué. Et nous, on propose aujourd'hui d'avoir plutôt quelque chose qui soit un signal prix, qui soit un signal prix national. Parce que si on fait... J'ai parlé de subvention, on n'a pas dit comment on avait la subvention. Et comment on a la subvention, c'est qu'on répond à un appel d'offres, dans la logique classique de ce qu'on a jusqu'à présent. Et donc, si je suis à Nantes ou à Douai, j'aurai un peu moins de chance que si je suis à Marseille, à Nice ou Perpignan. Donc voilà, on se dit, au moins, si on avait un signal prix, puis ça va être compliqué à gérer, parce que taille d'opération autoconsommation collective, entre la petite copropriété avec 15 logements par rapport à d'autres installations plus grandes, un centre commercial, c'est assez difficile de trouver les bonnes catégories, de pouvoir... On va construire une usine à gaz pour pouvoir avoir un appel d'offres sur l'autoconsommation collective. Ça, c'est garanti. Donc aujourd'hui, un signal prix national, une exo quinquennale, et on est en train de parler d'une exonération de 22,50 € le mégawattheure. Quasiment moins cher que l'aide qu'on apporte aux centrales solaires par appel d'offres. Donc on est sur une aide publique frugale. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on refuse d'aider si peu le solaire? Parce que ça pourrait se dire politiquement, finalement, c'est super simple. Il n'y a pas d'employé administratif pour gérer les choses, etc. Pourquoi? C'est parce que ça serait trop libéral et trop simple. Donc on n'a pas, si on répond à un appel d'offres, on maintient le nombre de projets qu'on peut faire par an, c'est bien verrouillé. Et donc ça ne peut pas s'emballer, on ne peut pas faire trop de solaire. Là on aurait un risque finalement qu'il y ait un engouement et qu'on puisse réaliser simplement des projets un peu partout sur les territoires, on libérerait l'énergie et chacun pourrait dans les collectivités amorcer la transition énergétique. Là, on a mis les deux pieds sur le frein parce que finalement, on a un peu peur que ça soit ce modèle-là qui gagne à la fin. Et pour terminer ma présentation, je vais vous dire que, c'était le dernier slide, il faudrait, pour ceux qui sont dans la salle, c'est un combat qu'on a à mener ensemble dans les prochaines semaines avec la loi de finances. On peut contacter ces députés, j'en ai discuté hier avec une députée qui était présente ici. Il y a des organisations peut-être professionnelles dont d'aucuns font partie. C'est le sujet aujourd'hui. Est-ce que pour notre modèle de tiers investisseur et pour l'autoconsommation, qui est considéré comme l'autoconsommation collective, et au-delà avec les multiconsommateurs, est-ce qu'on fait quelque chose de simple, lisible, efficace, qui permettra réellement d'amorcer la transition énergétique pour les petites entreprises? Parce que finalement, c'est simple, répondre à un appel d'offres, c'est très compliqué. Donc, est-ce qu'on a une politique pro-ENR, pro-transition, pro-PME? Ou est-ce qu'on a le modèle Shadok, où on fait peu de projets, plutôt avec des grandes entreprises, qui ont le temps d'expliquer au maître d'ouvrage, de passer du temps, etc. C'est une vraie question. Et vous avez vu qu'Enerplan, on était une entreprise égale une voix. Il y a pas mal de TPE, de PME, de PMI qui sont chez nous. Donc nous, on défend ce modèle-là. Et si vous voulez le défendre avec nous, il va falloir pousser fort dans la mêlée pour essayer de marquer l'essai. Donc c'est pas acquis. Mais en même temps, si on ne mène pas le combat, personne ne le mènera à notre place. Donc voilà. Je vous encourageais. Aujourd'hui, c'était une session, un peu un module politique avant de re-rentrer dans la pratique du métier. Mais on voit que la politique est très importante si on veut pouvoir réaliser convenablement notre métier et faire de plus en plus de projets. Voilà, j'ai terminé. Puis on va pouvoir passer le micro pour avoir quelques questions-réponses, le cas échéant. Pas de questions? Oui. Est-ce que quelqu'un peut faire passer le micro? Merci. Donc Richard, sur ce dernier point spécifiquement, pourrais-tu nous donner des exemples de comment on peut contribuer et qu'est-ce que Nerplan peut nous donner comme lettre type ou support pour qu'on puisse faire pression sur nos élus locaux ou écrire sur nos réseaux sociaux le message de la maison et qu'il soit unique et commun à nous tous? Je pense qu'on pourra faire passer, nous, on a déjà une note d'analyse sur la problématique du TURP. Mais le TURP, je veux dire, c'est quelque chose le coup est déjà parti, la bataille est déjà perdue. J'ai l'impression qu'on a rendez-vous au prochain round de négociation, qui est le TURP 6.
Parce que même si on fait un recours au Conseil d'État, le temps de le traiter, on sera à 6 mois du TURPE 6. Donc, voilà. Sur le côté CSPE, on pourra passer un argumentaire avec une petite note. Et entre guillemets, on vous demande, c'est à chacun de se choisir son camp, quoi. Vous faites partie des Shadocks, vous faites partie des gens qui veulent les choses simples et de bon sens. Voilà, c'est... Après, si d'aucuns ont le droit de choisir le monde des Shadocks, hein, on se marrait bien dans ce moment-là. Mais voilà, on vous fera passer une petite note qu'on mettra à disposition. J'en profite d'ailleurs pour dire que l'ensemble des présentations que vous avez vues hier et que vous voyez encore aujourd'hui, ce matin, seront mises en ligne dès le début de semaine prochaine sur notre site. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on mettra à disposition les ressources. Vous nous donnerez des indications vers qui adresser ces messages également? Après, classiquement, c'est le député, d'aller le voir. Enfin, je dirais, et aujourd'hui, il y a quelques élus locaux aussi, parce que finalement, on se lie les mains. Aujourd'hui, avec le système tel qu'il est inventé, c'est fait pour que les collectivités soient ralenties dans leur déploiement de leur transition énergétique. Hier, on entendait les régions, c'est compliqué pour elles. En Occitanie, d'être à énergie positive, c'est un chemin de croix, hein, en plus de 12 étapes. Oui, là-bas, au milieu. Bonjour, Théo Leclerc, Legendre Énergie. Je revenais sur vos slides, Nicolas Haute, où vous parliez d'une superposition avec les modèles autoconso individuels et collectifs. Est-ce que vous pourriez réexpliciter un peu ça et éventuellement à savoir est-ce que ça permet, par exemple, sur un gros consommateur de la boucle, qui serait en autoconso individuel, d'être exonéré pour une partie de l'énergie de l'opération d'autoconsommation collective, d'être exonéré de la CSPE, par exemple? Alors, l'autoconsommateur individuel, pour son autoconsommation individuelle, il sera exonéré de CSPE. Par contre, s'il y a deux choses l'une, si c'est le seul producteur, son surplus sera l'élément de production du périmètre d'autoconsommation collective. Si par ailleurs il y a d'autres producteurs et que dans certains moments sa production n'est pas suffisante et qu'il se met à autoconsommer collectivement l'électricité photovoltaïque, là mécaniquement il rentrera dans le schéma de taxation de l'électricité autoconsommation collective. Mais l'idée c'est bien ça, c'est que ce soit dans un immeuble ou que ce soit au niveau d'une zone, ZAC ou autre, c'est de trouver les economics aussi en lien avec les relations contractuelles qui vont être menées avec l'autoconsommateur individuel et les autoconsommateurs collectifs pour trouver un équilibre économique qui satisfasse les intérêts de chacun. Donc il n'y a pas de schéma, je veux dire, unique pour cette superposition autoconsommation individuelle, autoconsommation collective, mais c'est dans la construction contractuelle et spécifique à chaque projet qu'on peut arriver à trouver un équilibre économique. Et là encore, au regard de ce qu'on a présenté sur la question du TURPE, la question de la CSPE, c'est malheureusement pas forcément un schéma généralisable partout, mais ça permet de débloquer plus de situations que dans un schéma strict d'autoconsommateur collectif. Deuxième rang sur la droite. Sur la droite, là-bas. Bonjour, Benoît Pipe, Elexia. Moi j'ai une question. On parle beaucoup de la CSPE et du fait qu'elle ne permet pas d'obtenir un juste prix dans l'autoconsommation. Je pense qu'il y a un point de vigilance un petit peu qui est de dire qu'on ne veut pas se mettre en dehors des régimes de taxes existants, mais qu'il y ait une participation qui soit juste par rapport à l'effort qu'apporte le soleil. Mon point, c'est qu'aujourd'hui, on constate que le régime de taxes est une chose, mais pour apporter une énergie compétitive, il y a un gros travail sur la simplification, on en a parlé aujourd'hui, qu'elle soit administrative, juridique et aussi technique, parce que toutes ces contraintes font, ça a été évoqué hier, que les prix des installations sont beaucoup plus chers. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt placer le débat sur le fait de simplifier l'accès à l'énergie sur les différents montages, on a parlé des assurances ou autres, pour faire baisser les prix dans un premier temps,
et aborder dans un deuxième temps ce débat sur la CSPE ou le TURP. Voilà. Je laisserai Richard répondre. Enfin, je pense qu'il faut agir sur les deux. Effectivement, la simplification administrative, quand on voit aujourd'hui le temps pour raccorder une installation individuelle de 2 kW, il faut l'unité, c'est le mois. Là où des régions comme l'Espagne, en 2 semaines, on a le raccordement et on produit. Sachant que, voilà, on pourrait, à l'heure du big data, de Google et autres, on pourrait informatiser tout ça, même si c'est déjà fait, mais surtout simplifier dès lors que c'est informatisé. On a l'impression parfois que l'informatisation qui est faite par Enedis, c'est juste une informatisation de façade, et que derrière, on a quand même un contrôle humain et qui fait qu'on dérape sur des délais. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Là-dessus, il y a la simplification, et certainement aussi sur les questions d'assurance sur ces sujets-là. Néanmoins, il me semble que la question de la CSPE est essentielle. Parce que, de manière générale, ça a été à un moment une critique de tous les opposants aux énergies renouvelables quand on a lancé le développement des énergies renouvelables avec le système d'obligation d'achat. C'est en dehors de toute rationalité économique, il n'y a pas de signal, il n'y a pas de corrélation avec le marché, et donc c'est pas bon. D'où aussi les transformations liées aussi avec la compétitivité de ces installations, avec le complément de rémunération. La question, là aujourd'hui, on n'est pas en 2000-2005, on est maintenant en 2018, où on a atteint effectivement à la fois une maturité sur, je veux dire qu'elle soit industrielle, économique, mais aussi politique sur les énergies renouvelables. On a également acquis une maturité en termes de compétitivité. Et donc, pour moi, il faut assurer d'envoyer les bons signaux économiques. Or, comme je le disais, la taxation de la CSPE, d'un point de vue économique sur l'électricité autoconsommée, par construction de la CSPE, on fait payer plus que 100% des coûts. Donc le signal prix qui doit normalement révéler les coûts de production n'existe pas. Pour un fournisseur qui se fournit avec de l'énergie grise, éventuellement estampillée garantie d'origine. Le prix de l'énergie plus la CSPE révèle un signal prix, pas instantané, mais en moyenne sur la durée de consommation, qui révèle une réalité économique des coûts. Là, dans le cadre de l'autoconsommation, qu'elle soit individuelle dans les schémas tiers investisseurs ou collective, imposer cette taxe de la CSPE, en fait, déroute le consommateur par rapport à une réalité économique du coût de production de cette électricité par une installation photovoltaïque en autoconsommation individuelle ou collective, qui, elle, est réelle. Donc, si on veut éviter, parce que la solution de dire on va passer par des soutiens, des appels d'offres, etc., c'est à la fois complexifier et quelque part, par rapport à l'historique sur le développement des ENR en France, c'est aussi revenir en arrière. Là où justement, sur l'autoconsommation individuelle, on est arrivé à un stade où, en regardant simplement la réalité économique d'une installation et d'une consommation d'électricité autoproduite, il n'y a plus besoin de soutien. Je veux dire, les primes à l'investissement qu'il y a aujourd'hui, dans certains cas, il n'y a plus besoin de soutien. Dans d'autres, on a encore besoin de ces primes à l'investissement, mais comme les schémas d'obligation d'achat, elles ont une vocation à décroître. Donc je pense que le combat sur la CSPE est totalement pertinent et il faut le maintenir. Alors, sur la simplification, en autoconsommation totale, Enedis a fait quelque chose qui est très simple. On édite la convention de raccordement. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on arrive à cette même simplicité sur l'autoconsommation avec vente de surplus pour gagner du temps et donc de l'argent. Sur les assurances, malheureusement, je pense que les signaux ne sont pas bons et que vous allez continuer de payer plus cher, au moins pendant quelques années. Donc, on reparlera le 13 septembre prochain, mais c'est pas bon. Voilà. Et après, la simplification administrative en général, on en parle beaucoup et à chaque fois qu'on en parle, on arrive à des trucs un peu plus complexes. Donc, c'est pas gagné. Donc, c'est pour ça que le combat de la CSPE est important. Et on a également un combat culturel. C'est qu'aujourd'hui, l'autoconsommation, on l'ostracise. Si vous faites de l'isolation, vous changez vos lampes, vous isolez votre maison, vous êtes un bon citoyen. Vous faites moins consommer d'énergie, le cas échéant, moins d'électricité en effet joule, mais c'est bien. Ah, vous êtes un autoconsommateur.
ah là, vous êtes quasiment un clandestin vis-à-vis du réseau, mais vous avez écroulé le financement de notre système électrique. Donc du coup, on va vous pénaliser. Vous n'aurez pas de certificat d'économie d'énergie auquel ont tous droit les autres technologies qui font des économies. Donc on a une appréhension. On entendait l'autre jour dans une discussion à la Creux d'imaginer taxer parce qu'on allait avoir une surrémunération des capitaux investis dans la grande distribution dans le sud de la France. Et les bras m'en tombent. Est-ce qu'on a dit qu'on allait taxer tous ceux qui achètent des LED parce que le temps de retour par rapport aux lampes halogènes, il est dément? On a une surrémunération des capitaux investis quand on achète une LED. Et la Creux ne dit rien. Mais sur l'autoconsommation, boum. Donc on a un combat culturel à gagner, c'est de se dire la production décentralisée pour son besoin et les besoins de ses voisins, c'est bien. Et ça, je pense qu'on a encore quelques universités d'été avec des salles plus grandes pour réussir à faire comprendre ça aux décideurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui autoconsomme, quelque part, il prend dans la poche des électriciens. Et ça, c'est pas bien. Je prends peut-être juste un parallèle, mais qui avait été mentionné à un moment. On est dans la même situation où, quand un propriétaire a fini de rembourser son emprunt, Bercy se disait ça serait quand même bien de continuer à lui taxer un loyer fictif parce qu'il se met à se loger gratuitement. Ce qui, dans le cadre d'un projet d'autoconsommation, si demain, quelqu'un achète son installation sur fonds propres, à T égale 0, il a un gain sur sa facture énergétique. Il a une dépense en moins. Donc, comme le disait Richard, c'est véritablement un combat culturel et la CSPE est le premier, je veux dire, est un des éléments et celui sur lequel, en tout cas à court terme, parce que les lois de finances, c'est chaque fin d'année, il nous semble pertinent et urgent et important d'intervenir. Je pense qu'on va... il y a encore une question et après on va arriver à tableau module d'après. Oui, bonjour, Lucas Duval, groupe Artea. Je reviens sur les projets qui superposent autoconsommation individuelle et autoconsommation collective. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était difficile de faire basculer une autoconsommation individuelle dans un projet d'autoconsommation collective, mais est-ce que initialement on peut imaginer dès aujourd'hui des projets comme ça, réglementairement? Ouais. Ce que je dis, c'était difficile de le faire basculer à partir du moment où vous rentrez dans la mécanique d'une aide. Si vous êtes dans le cadre de l'arrêté tarifaire de mai 2017, où vous allez avoir la subvention à l'investissement, et vous avez une obligation contractuelle de vendre pendant 20 ans à un acheteur, on peut changer d'acheteur. Après, si vous faites de l'autoconsommation individuelle sans aide, parce que vous considérez que finalement, je ne paye pas de TURP parce que je suis chez moi, je ne paye pas de CSPE parce que je suis chez moi et je ne demande pas d'aide, c'est complètement possible de bouger comme vous voulez, de passer après, de le superposer avec de l'autoconsommation collective. Ça dépend en fait de quel... Si je rentre dans le cadre de l'aide d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de contraintes où il n'y a pas de passerelle. Mais si je ne demande pas d'aide, bah aujourd'hui j'ai toute la liberté, et heureusement. Bon, je pense qu'on n'a pas épuisé le sujet. Dernière question et après on passe au module parce que c'est important sur les... pour vous mettre en appétit sur les problématiques de risque, de prescription et comment je peux les réduire. Bonjour, Emmanuel Bourrien du CIDELA. J'avais une question sur le montage et la faisabilité juridique d'une opération d'autoconsommation collective avec un seul acteur, avec une seule entité juridique. Typiquement une collectivité qui veut produire sur un de ses bâtiments et consommer sur les autres bâtiments. Peut-elle monter une opération d'autoconsommation collective, sachant que du coup, il va y avoir un producteur et un consommateur qui vont être les mêmes entités juridiques et qui vont se vendre, enfin qui vont être à la fois acheteurs et vendeurs, et donc ils vont se conclure un contrat de vente et d'achat entre la même entité. Est-ce que ces questions sont déjà posées ou est-ce qu'elles ont déjà été réfléchies? Alors, tout dépend des caractéristiques techniques. Si il y a un bâtiment, un point de livraison, et que sur ce bâtiment on met une installation, on va être dans un schéma d'autoconsommation individuelle. Non, eu égard aux contraintes sur les collectivités. Non ? Ah oui, mais donc là, on est effectivement dans le schéma de l'autoconsommation collective, vu que l'autoconsommation individuelle, c'est par rapport au point de livraison, quelque part le point de livraison et le point d'injection sont identiques. Et
au-delà de la contrainte entre l'identité du consommateur et du producteur. Dès que l'installation photovoltaïque est dissociée de l'installation de consommation, et donc physiquement on passe effectivement par le réseau Enedis, on rentre de facto dans un périmètre d'autoconsommation collective. La partie contractuelle, on va la voir cet après-midi, ça sera bien illustré. Donc je pense qu'on ne rentre pas dans les détails de là, mais oui, on est dans une consommation collective. Mais je pense qu'avec la même entité qui consomme et qui produit, on doit pouvoir simplifier les choses d'un point de vue contractuel, mais ça, ce n'est que mon avis sans être rentré dans le dossier. Ah. Oui, c'est Gironde Habitat. Oui, non, parce que les multiconsommateurs sont aussi les locataires. Oui, ils sont pas là. Ok, je propose qu'on termine ce module-là et qu'on passe au dernier module de la matinée. On essaie de terminer pour 13h pour aller déjeuner.